Bonjour à tous, je m'appelle Rita et vous écoutez Yalla. Yalla, c'est le podcast qui part à la rencontre de personnalités inspirantes et engagées au Maroc, mais aussi ailleurs, et qui casse les codes pour transformer le monde actuel. Sur Yalla, on vous parle de ce qui les anime au quotidien, mais aussi de leur parcours, leurs réussites et échecs. En bref, toutes ces choses qui ont fait d'eux la personne qu'elles sont aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à mon micro la pétillante Insaf Benis, consultante digitale et lifestyle blogueur basée à Dubaï. Insaf est une personne extrêmement travailleuse et déterminée qui a toujours voulu faire carrière dans la communication. Forte de cette conviction, elle entame des études en classe préparatoire au lycée Carnot, son rêve, et intègre une école de commerce et lance en parallèle son blog Sparkles in Paris. Amoureuse de Paris, elle y démarre sa carrière professionnelle, mais décide rapidement de la quitter pour se découvrir et surtout se construire à Dubaï. Je ne vais pas vous spoiler davantage, je vous dirai juste que si en ce moment vous avez un petit coup de mou, cet épisode est fait pour vous. Insaf est une personne très ambitieuse qui garde le cap et je suis vraiment persuadée que son tempérament et son parcours vous donneront toute la motivation dont vous avez besoin. Avant de lancer l'épisode, je tenais à vous dire que je reçois de votre part de plus en plus de messages d'encouragement qui me font extrêmement chaud au cœur et je tenais vraiment à vous en remercier. C'est ce qui me motive au quotidien à poursuivre. N'hésitez surtout pas à parler du podcast autour de vous, de le noter 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute ou de laisser un petit commentaire. Cela permettra à Yalla de toucher encore plus de personnes. Allez, j'arrête ici avec le suspense. Yalla, place à l'épisode. Hello Insaf. Hello. Alors déjà, je suis hyper contente que tu aies accepté mon invitation. Merci beaucoup d'être présente. Alors, Merci à toi de m'avoir invitée. avec grand plaisir. Alors, comme je te le disais dans le mail que je t'ai envoyé, je te suis depuis plusieurs années déjà. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est à quel point chaque ville ponctue tes aventures, ta manière d'être. Donc pour moi, la Insaf de Paris n'est pas la même Insaf que Dubaï et très probablement pas la même Insaf qu'au Maroc. On retrouve tout de même un même fil rouge qui reste au fil des années, c'est le sans chichi. Donc tu publies toujours avec beaucoup de spontanéité et que tu mets aussi du coup en avant dans ta com et dans tes logos. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton évolution, ce que chaque ville t'a apporté, comment tu as grandi avec ces différentes villes? Ah ouais, bien sûr. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est assez vrai en plus. Moi, j'ai vécu au Maroc. Du coup, je suis née au Maroc, j'ai grandi au Maroc jusqu'à mes 18 ans. Et au Maroc, du coup, j'ai vécu mon enfance et mon adolescence. Et c'est vrai que je pense que j'ai vécu deux phases au Maroc. J'ai eu une phase où j'ai vraiment été la petite fille modèle. Donc voilà, j'étais bonne à l'école, j'avais un peu le syndrome de la première de la classe, etc. Et par ailleurs, j'étais vraiment obsédée par tout ce qui était consignes et codes. C'est-à-dire que voilà, j'aimais bien quand c'était rangé, quand il y avait des codes, quand il fallait suivre des consignes, etc. Mais d'un autre côté, j'ai toujours été un peu rebelle et comme on dit, un peu grande gueule. Ouais. Du coup, si ces normes-là ou si ces règles-là ne me convenaient pas, je n'hésitais pas en fait à parler, à me défendre et à essayer de changer les choses. Surtout que moi, j'ai le rôle d'aînée en fait. Je suis aînée d'une fratrie de 6 frères et sœurs. Tabarakallah. Et, euh, et du coup, presque par rapport aux parents, j'avais vraiment le rôle de celle qui allait fighter pour sortir, fighter pour dire que c'était OK à l'époque d'aller au Mega Mall. C'est un mall à Ouais. Rabat, mais en fait, à l'époque, ça faisait peur les malls parce que nos parents ne connaissaient pas, et des choses comme ça. Donc, je pense que je suis vraiment passée de la phase petite fille modèle, toute sage, etc., à une phase où j'ai un peu implosé. Et à 18 ans, en fait, voilà, mon rêve, c'était d'aller faire mes études à Paris. Par contre, voilà, le fil rouge de toutes ces années, de toutes ces 18 années, c'est que je savais depuis le début que je voulais bosser dans la com, sans vraiment savoir ce que c'était exactement, mais je le savais. Et je savais à court terme que je voulais faire une classe préparatoire aux grandes écoles. C'était mon objectif. J'étais obsédée par ça et par un lycée en particulier qui était le lycée Carnot. Et du coup, j'ai vraiment tout fait pour aller vers cette prépa-là. Et je l'ai eu. Et du coup, je suis allée à Paris faire mes études. Et en fait, Paris, je la qualifie vraiment comme la ville qui m'a permis de me distancier en fait de tout ce qui n'était pas moi et, euh, et de m'envoler tout simplement. Donc c'est vraiment une ville où j'ai remis en perspective euh, beaucoup de choses que je pensais faisaient partie de moi, mais, mais qui en fait
étaient simplement des choses qu'on m'avait léguées de par ma culture ou de par la société dans laquelle j'avais vécu, même des idées préconçues, des jugements. Enfin, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais quelqu'un qui jugeait beaucoup, alors que je ne pensais pas l'être. Et en fait, quand tu es à Paris, que tu es confronté en fait à d'autres avis, à d'autres cultures, à d'autres façons de voir les choses, tu te rends compte en fait que ben si j'étais un peu dans le jugement, certainement de par ben, mon éducation et la société dans laquelle j'ai grandi surtout. Et du coup, ça m'a permis en fait de me défaire de tous ces jugements, de toutes ces idées préconçues. J'ai vraiment déconstruit pour reconstruire. Et après, ma vie à Paris aussi, elle a été mouvementée parce que j'ai passé quand même 7 ans à Paris. Donc, je suis passée de l'étudiante à ben, la femme accomplie, on va dire. En tout cas, la femme-enfant, peut-être. Et au début, voilà, la classe prépa, ben, c'était terrible finalement. C'était une expérience qui est très douloureuse pour moi. Je n'étais clairement plus la première de la classe, chose que j'ai très mal vécue. Et bon, c'était pas facile pour moi, notamment les 2 premières années. Après ma troisième année, c'est mieux passé. Mais cette expérience, ce que j'en garde aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment connu des limites que je ne connaissais pas. C'était pour moi la première expérience de dépassement de moi, en fait, parce que finalement, c'est la première fois où j'ai rencontré des challenges au niveau des études, etc. Donc ça, c'était déjà hyper bien parce que ça m'a confrontée à des choses auxquelles je n'aurais pas pensé être confrontée. Ensuite, en toute franchise, en termes académiques, ça reste les années les plus riches que j'ai pu vivre. Et je pense qu'aujourd'hui, la prépa, ça m'a appris beaucoup de résilience, beaucoup de patience, en tout cas dans tout ce qui est professionnel, une capacité de concentration et de rapidité que je pense je n'aurais pas eu sans cette formation. Donc, certes, c'était pas tout rose, mais finalement, aujourd'hui, en tout cas, j'en considère pas mal de choses. Et après, bah, je suis allée en école de commerce, et là, c'était beaucoup plus chill. Donc là, c'était vraiment épanouissement personnel. On m'a tellement dit en prépa, tu travailles, et puis ensuite en école, tu fais rien, que je l'ai appliqué à la lettre. C'est-à-dire que quand un prof nous donnait un truc à faire, j'étais là, non, 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 je n'ai absolument rien à faire. Donc là, c'était génial parce que j'ai fait mon échange à Buenos Aires, première expérience du coup. À l'autre bout du monde. C'est là, à ce moment-là, que j'ai rencontré Etman aussi, pas du tout dans le cadre de mon école, mais qui est aujourd'hui mon mari, à l'époque mon copain. On est restés 4 ans ensemble à Paris, c'était génial. Enfin, c'était vraiment bah, là où on s'est connus, où voilà, on a fait notre histoire ensemble. Et donc voilà, j'ai fait mon échange à Buenos Aires. Cet échange était incroyable. J'ai voyagé partout en Amérique latine. Et cet échange à Buenos Aires m'a permis de réaliser à quel point le voyage était central dans ma vie et à quel point c'était vraiment ce qui m'était le plus cher. C'est-à-dire que même aujourd'hui, c'est vraiment peut-être mon poste de dépense le plus gros parce que c'est vraiment ce qui nourrit mon âme. Et j'ai eu la chance voilà, de rencontrer quelqu'un qui est semaine, qui est vraiment dans ce délire-là aussi. Donc en fait, de retour à Paris, on voyageait quasiment tous les week-ends. On a vraiment découvert toute l'Europe. On est ensuite allé en Malaisie. Enfin, vraiment, on mettait toutes nos économies dans les voyages. Et je pense aussi que ça a beaucoup contribué à la personne que je suis aujourd'hui, à l'ouverture d'esprit, à la tolérance extrême. Et aujourd'hui, je pense que vraiment, ben, Paris et tous ces voyages, ça m'a permis de me dénuer de tout jugement, d'être vraiment quelqu'un aussi en accord avec la personne que je suis. Et ça m'a permis d'être aussi fière de la personne que je suis. C'est-à-dire qu'avant, j'allais rentrer au Maroc, je me disais, bon, je vais pas m'habiller comme ça parce que X, Y. Là, en fait, non. Je suis tellement en accord avec moi-même que je suis la même partout. Donc, je rentre au Maroc. Bon, bien sûr, parfois, je peux pas m'habiller d'une certaine manière pour des questions de sécurité, mais c'est-à-dire que toutes les remarques extérieures ne m'atteignent plus parce que j'ai atteint cet état Tu es en voilà, de harmonie avec confiance. toi-même. Exactement. Et ça, je pense que c'est vraiment Paris et tout ce qui s'est passé à Paris, les voyages. J'avais des amis exceptionnels à Paris aussi, des rencontres incroyables qui sont encore des amis proches de ma famille aujourd'hui. Donc oui, ces années à Paris, c'était vraiment ça. C'était vraiment ben déjà me défaire de l'élitisme, voilà, je vais le dire, et d'aller vers en fait l'épanouissement personnel et professionnel parce que
finalement, j'ai continué dans la voie de la com. J'ai fait mon alternance en tant que chargée de projet réseaux sociaux. J'ai fait un stage chez Avas Media qui m'a permis de découvrir le digital. Suite à ça, j'ai créé mon blog, j'ai créé mon compte Insta, qui d'ailleurs à l'époque s'appelait Sparkles in Paris, parce que l'objectif c'était vraiment de véhiculer une vision un peu pétillante, mais toujours dans Paris. C'est-à-dire que Paris c'était vraiment mon fil conducteur, parce que je voulais vraiment faire découvrir Paris, mais les endroits que j'aimais à Paris, etc. Donc c'était focus mode, c'était vraiment toujours dans un univers parisien. Et ensuite, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais diplômée et que moi, je voulais travailler donc dans la com digitale. Pour le coup, j'étais sûre de moi. Et malheureusement, le marché était très saturé à Paris. Les propositions qu'on m'offrait n'étaient pas, pour moi, assez bonnes en termes de salaire, surtout après voilà, une sortie de grande école, etc. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à postuler ailleurs. J'ai postulé à Singapour, j'ai postulé à Dubaï. Et en fait, à Dubaï, ça a commencé à prendre assez vite. Et j'ai eu une offre à Dubaï et chez DDB Dubaï, donc une agence de com, c'est exactement ce que je voulais faire pour le début. Mon mari a pu, donc c'était marié juste avant, il a pu transférer son job à Dubaï. Et donc on s'est embarqué dans Dubaï en toute franchise, sans aucune... voilà, j'étais jamais allée à Dubaï, il était parti 3 jours, il avait vraiment pas aimé. Donc à la base, on s'est dit on y va un an, on met un peu d'argent de côté, on revient. Et en fait, on arrive à Dubaï et là, coup de foudre absolu. 10 premiers jours de découverte, on était super heureux, il faisait beau, on avait la mer près de chez nous, les apparts sont grands, la sécurité est incroyable, enfin, énormément d'avantages. Je commence mon travail, je me rends compte que les gens sont trop sympas, qu'on est confronté à plein de nationalités différentes. Ça m'a beaucoup changé de Paris. Les gens sont hyper curieux et surtout, il y avait un esprit, une espèce d'esprit d'entraide, une énergie positive qui, qui en fait est très communicative et qui change complètement tes perspectives. Parce que bon, je parlais beaucoup des avantages de Paris, mais Paris, il fait froid, les gens sont un peu grincheux. Au travail, c'est pas toujours les meilleures ambiances. En tout cas, moi, j'ai eu des expériences pas toujours voilà, incroyables. Et donc là, de voir tous les collègues hyper gentils qui t'aident, qui te donnent des adresses, qui sont vraiment là pour toi, c'était assez ouf. Donc, le rythme de travail était très soutenu. En plus, j'ai appris que j'étais enceinte dans la foulée et j'étais seule. Donc, bon, c'était pas non plus tout rose, encore une fois. Mais en tout cas, l'énergie de la ville était tellement folle que je pense que j'aurais vécu ça dans une autre ville, ça ne se serait pas passé comme ça. Et en fait, si je devais résumer Dubaï, ce que ça m'a apporté, je pense que ça m'a beaucoup poussée, en fait. C'est-à-dire qu'à Paris, j'ai toujours plutôt eu confiance en moi, mais j'étais pas si sûre de moi. Et en fait, à Dubaï, il y a une espèce d'énergie où tu sens que tout est possible. Vraiment, c'est ça. Et donc, dans mon travail, j'ai vraiment été très fonceuse. Et on est encouragé en fait aussi à foncer, etc. Parce que tu peux avoir des promotions au bout d'un an. C'est pas figé, c'est pas fixé. Le marché de l'emploi est très flexible, alors ça a ses avantages et ses inconvénients, parce qu'effectivement, on peut se faire virer du jour au lendemain. Mais d'un autre côté, si on progresse et qu'on fait nos preuves, on peut doubler notre salaire, avoir des big promotions et atteindre des postes que j'aurais peut-être passé 6 ans avant d'atteindre à Paris. Donc vraiment, j'avais eu beaucoup d'émulation professionnelle à Dubaï. Et en fait, cette émulation professionnelle, je pense qu'elle a été possible par la douceur de la vie en général. Alors, c'est une vie très rapide. Tout le monde à Dubaï a une vie optimisée au centimètre cube. Moi, la première. Mais les week-ends, c'est que du repos, c'est que du kiff, en fait. Tu as le soleil, tu as la mer, tu peux sortir. Toutes les tâches corvées sont un peu sous-traitées à Dubaï. Tu peux tout faire en un clic. Et du coup, je pense que ça change vraiment la donne. Euh, et voilà, donc je pense que Dubaï, ça m'a apporté beaucoup de force, euh, beaucoup de positivité, euh, beaucoup de certitude en fait, et beaucoup de dépassement. Vraiment, c'était ça Dubaï. Paris, je pense que c'était vraiment la connaissance profonde de soi, l'envol et euh, ouais, la découverte de soi, l'envol et l'épanouissement personnel. Et puis le Maroc, c'est mes racines, c'est ma culture, c'est une énorme partie de ce que je suis. Et d'ailleurs, il y a certaines choses dans ma culture auxquelles je suis très attachée, auxquelles je suis très fière, notamment la générosité,
la chaleur du pays qu'on a entre nous, qu'on a avec les gens, l'hospitalité. Et pour moi, ce sont des valeurs tellement importantes que je ne peux pas être amie avec quelqu'un qui ne partage pas ces valeurs. Mm. Et donc, par exemple, en France, j'ai eu beaucoup de mal à être amie avec des gens qui n'étaient pas, qui n'avaient pas ces valeurs-là, en fait. Et par contre, à Dubaï, comme j'ai été confrontée à vraiment énormément de nationalités, ben, ça n'a pas été le cas. J'ai vraiment pu cliquer plus facilement parce que j'ai besoin de cette chaleur et la froideur de prime abord me répulse un petit peu. Et voilà, donc je pense que si je devais résumer un petit peu, c'est ça. Ok. Alors on va passer un petit peu sur la partie un peu pro. Donc tu m'as parlé un peu de ton côté un peu personnel, de l'évolution de ta personnalité. Euh, Donc, tu as eu plusieurs expériences professionnelles. Tu es passé, notamment à Dubaï plutôt, tu es passé par l'agence, tu es passé par l'annonceur. J'imagine que ce sont deux choses, deux métiers assez complémentaires. Est-ce que c'était à la base un choix voulu ? Est-ce que tu avais d'abord voulu avoir une expérience chez l'agence, puis chez l'annonceur ? Et si oui, qu'est-ce que chaque expérience t'a apporté ? Oui, exactement. Alors en fait, voilà, quand j'étais diplômée, je voulais absolument travailler en agence. J'avais déjà fait un stage de 6 mois chez Havas et je savais qu'en fait, chez l'agence, tu apprenais énormément. C'est un peu l'école en fait de la com. Donc j'ai travaillé en agence. Je savais que j'allais morfler, mais c'était un choix de le faire pendant 2 ans. Et en plus sur le CV, c'est très valorisé. Même si les 2 ans en agence, t'es pas super bien payé, tu morfles et clairement on t'exploite. Mais à la fin, tu as vraiment une grosse plus-value parce que tu as pu traiter différentes problématiques, couvrir différents sujets. Et surtout, en agence, on est souvent en cours de ressources, donc tu te retrouves à faire beaucoup de choses que tu n'aurais pas fait normalement. Et donc moi, voilà, je voulais vraiment passer par ça et c'était une excellente chose parce que les choses ont fait que voilà, mes N+2 et mes N+1 ont démissionné et j'ai su faire mes preuves pour finalement un petit peu reprendre leur poste. Donc, c'était une super opportunité pour moi. Et l'agence, ça m'a appris encore une fois beaucoup de résilience, beaucoup de gestion de crise, de problem solving et apprendre en fait à gérer les clients parce que les clients sont tous différents. À la base, j'étais pas censée faire du client servicing, mais ça faisait finalement partie de mon scope. Et du coup, je pense que ça, c'était vraiment super, super intéressant pour moi. Et surtout, vraiment travailler sur des sujets complètement différents. Moi, j'ai travaillé pour de la banque, pour du lait en poudre, pour du détergent. Et j'ai travaillé pour des cosmétiques et pour de la mode, etc. Ouais, Donc donc c'était forcément, très tous les sujets ne varié. nous plaisent pas autant. Mm. Mais voilà, tu apprends en fait à avoir une agilité de réflexion qui t'aide énormément. Et du coup, ben, ensuite, effectivement, je voulais passer chez l'annonceur pour plusieurs raisons. J'avais un enfant, le rythme d'agence n'était juste plus soutenable. Et puis, je voulais augmenter mon salaire en toute franchise. Chez l'annonceur, tu es beaucoup mieux payé. Et je voulais avoir une vie à côté aussi. Ouais. Mais par contre, cet annonceur, je voulais vraiment, du coup, que ce soit un sujet qui me passionne. Donc, soit de la cosmétique, soit de la mode. Et en fait, à ce moment-là, les planètes étaient alignées parce que j'ai commencé à postuler. J'ai postulé pour le poste que j'ai eu chez Charlotte Tilbury, mais en même temps, ils m'ont chassé sur LinkedIn. Ah Donc, ouais, ils n'ont même pas vu ma incroyable. candidature. En fait, ils m'avaient contacté sur LinkedIn, c'était incroyable. Et j'ai passé 8 rounds d'entretien quand même Ah avec ouais, eux, ah, c'est avec costaud. toute l'équipe à Londres, toute l'équipe ici, etc. Donc, c'était vraiment un long process qui a duré 3 ou 4 mois. Et finalement, ben, j'ai été prise chez Charlotte Tilbury. Alors, pour l'anecdote, à l'époque, l'agence m'avait fait une contre-offre qui n'était pas alignée à celle de Charlotte, mais c'est très dur de quitter sa zone de confort. Donc, je me disais, bon, j'ai quand même ma zone de confort, c'est une belle promo et tout. J'accepte l'offre de l'agence et je vais en vacances. Et là, à l'île Maurice, je me rappelle, et j'étais vraiment au bord du burn-out, c'est important de le préciser. J'avais dit à ma boss, s'il te plaît, ne m'appelle pas. Genre, voilà, débrouille-toi. Moi, quand quelqu'un est en vacances, je le couvre, même si. Et elle m'a appelée. Et Ouais. le jour où elle m'a appelée, je me suis dit, en fait, c'est pas possible. Et donc, ce jour-là, je rappelle la GM de Charlotte Tilbury qui m'avait fait l'offre. Je lui dis, écoute, salut et tout ça, est-ce que l'offre tient toujours? Elle me dit, oui, je savais que ça allait arriver, non, on a Magnifique. une super connexion, machin et tout. J'étais tellement soulagée. Donc là, je me rappelle, ben, d'emblée, j'appelle ma boss, je lui dis, écoute, voilà, désolée. Ils l'ont très mal pris à l'agence, très, Ouais. très mal pris. Pourtant, j'étais très amie, enfin, je suis très amie avec ma boss. Là, c'est le moment de rigoler, mais c'était une période un peu compliquée à Ouais. l'époque. Et donc, je suis allée chez Charlotte Tilbury. C'est la meilleure décision, en fait, que j'ai prise. J'ai une équipe super, un job super. J'ai appris énormément.
j'ai été confrontée à un monde aussi très particulier. Donc, vu que je suis créatrice de contenu, on pourrait se dire que ma vie, c'est des paillettes et tout, mais enfin, pour ceux qui suivent, ils le savent, je fais très peu d'events. J'ai pas trop d'amis dans le milieu. Enfin, si, j'ai des copines et tout, mais enfin, voilà, je ne baigne pas dans ce milieu-là. Donc, moi, j'ai découvert un peu les dessous des events, les influenceuses d'ici en tout cas, ce que c'était que de travailler avec des grosses têtes comme Charlotte Tilbury, Sophia Tilbury, qui sont quand même en fait des célébrités, qui se retrouvent à être tes boss, à qui tu dois présenter des choses. Donc voilà, c'était incroyable. En toute franchise, pareil, l'entreprise a grandi très vite, mais c'est un petit peu encore en mode start-up. Donc, j'ai été confrontée à faire des choses que j'aurais jamais faites. J'ai fait du marketing traditionnel, j'ai fait des billboards, j'ai fait des choses qui n'étaient pas du tout dans dans ton mon scope. scope au départ. Et franchement, c'était super intéressant. Et je n'aurais pas quitté Charlotte Tilbury pour une autre boîte. Ok. C'est-à-dire que j'ai passé 2 ans chez eux, j'ai eu d'autres opportunités. Déjà, ils ont été hyper réglo, c'est-à-dire qu'en termes d'augmentation, de promotion et tout, c'était ouf. Mais par ailleurs, voilà, je n'aurais pas quitté Charlotte Tilbury pour une autre boîte. Je l'ai quitté parce que je me suis lancée dans mon projet et c'était un choix très dur. J'ai dû être au pied du mur pour faire le choix parce que bah, j'adorais mon taf en fait. J'adorais mon taf et c'est une marque incroyable. Donc, c'était pas facile de quitter ce poste. Et Et je alors, savais que voilà, il y avait des milliers de personnes qui rêvaient de mon poste. Donc, et qu'est-ce qui a fait du coup voilà. que tu as sauté le pas? Bah, ce qui a fait que j'ai sauté le pas, en fait, c'est encore une fois un peu le hasard. Ça a commencé dans une discussion dans mon salon avec mon frère et ma belle-sœur, où je leur disais que je commençais à avoir des demandes sur Insta de personnes, voilà, qui voulaient se faire accompagner, qui voulaient faire du coaching avec moi. Et j'avais cette idée de formation qui gémissait dans ma tête depuis le confinement, mais j'avais la flemme de le faire, tout Ouais. simplement. Et là, mon frère me dit, mais tu sais, vas-y, poste une story. Dis que tu fais de la formation et tout, et regarde un peu ce Mhm. qui se passe. Je dis, OK. Donc, je poste une story et là, je me fais attaquer de messages, genre plein de gens qui me disent, ouais, trop intéressé, trop intéressé. Je dis, bon, OK, d'accord. Donc là, je draft un peu les programmes de formation que j'avais en tête et je poste des dates pour janvier. Et là, boum, toutes les dates se remplissent d'un coup, les gens payent, etc. Là, je dis, putain, c'est ouf, ce qui est en train de se passer. Genre, c'est bizarre comme. Enfin, je savais pas qu'il y avait en fait cette demande. Donc, je travaille sur mes supports de formation. Je fais mes premières formations qui se passent hyper bien. Et ensuite, je sais même pas en fait comment, mais j'ai des clients qui commencent à venir pour que je leur fasse leur strat. Et donc, j'ai eu un client de cosmétique et un client sur la santé mentale. Et là, challenge, parce que j'ai jamais fait ça sur la santé mentale. Et je me lance dans le truc, je le fais. Le compte aujourd'hui est hyper successful, ça se passe hyper bien. Et là, je me dis en fait, OK, bon, bah, du coup, ce qui s'est passé, c'est que pendant 5 mois, donc avant que je démissionne, tous les mois, j'arrivais à avoir genre 3-4 strates et des formations qui étaient fully booked, finalement, sans faire trop d'efforts. Et donc, du coup, tu faisais les deux. Euh, Tu travaillais toujours à cette époque-là. voilà, donc je Ok. travaillais encore chez Charlotte Tilbury, je passais mes soirées à faire, et mes week-ends à faire les formations. Et en fait, c'était plus possible. Ouais. Clairement. Parce que j'avais énormément de taf chez Charlotte Tilbury, je me tournais pas les pouces. Donc voilà, en plus c'était une période hyper importante avec Ramadan et Mm. l'Eid et tout. Il y avait une énorme campagne. J'étais en lead de cette campagne. Et du coup, ben, au bout d'un moment, j'étais au pied du mur. Mon mari me disait, écoute, il faut que tu fasses un choix. Moi, j'ai eu beaucoup de chance dans cette histoire parce que, et parfois, je sens aussi que j'ai un peu le syndrome de l'imposteur parce que j'ai jamais eu à démarcher des clients. Financièrement, j'arrivais à faire plus que ce que je gagnais chez Charlotte Oui. Tilbury. Mm. Donc, en fait, j'ai pris un risque, certes, parce que bon, j'ai pas d'assurance, j'ai pas de bonus, j'ai pas enfin, tous les avantages du Mhm. salariat, Mhm. mais au final, je générais quand même des revenus avec mon activité depuis le premier jour. Donc, j'ai sauté le pas. J'ai décidé de me lancer à mon compte en me disant qu'au pire des cas, j'avais toujours mon CV et que si Ouais. je voulais repostuler, je pourrais. D'ailleurs, c'est ce que je me dis tous les jours aujourd'hui quand je commence à mettre trop de pression. Mais voilà, je pense que j'ai eu beaucoup de chance grâce à la communauté que j'ai construite toutes ces années, en Mhm. fait, et au travail que j'ai effectué. Enfin, ça fait 8 ans quand même que j'étais sur les réseaux et tout ça. Mais voilà, c'est pour ça qu'en fait je me suis lancée. C'est parce que finalement, j'ai pas trop pris de risques. Après, il y a le risque de est-ce que ça va durer, est-ce que c'est pérenne, etc., que j'ai pris. Mais voilà, je me suis lancée. Ok. Et est-ce que justement pendant ce lancement-là, ou au moment où tu t'es lancé, tu as eu des moments de doute? Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as toujours des moments de doute? Alors, j'ai pas eu de moment de doute parce que
en fait, je suis de nature assez fonceuse. Donc, je ne me pose pas trop de questions. J'ai beaucoup hésité à quitter Charlotte. C'était même pas une hésitation. J'avais ma réponse, mais je voulais retarder le plus possible, plutôt. Mais j'ai pas vraiment eu de moment de doute parce que moi, ma devise un peu, c'est vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Et donc, je préfère faire le truc, que ça marche pas et que je repostule. De toute façon, j'ai toujours mon expérience, j'ai toujours mon nom. Et puis, monter une boîte, c'est une expérience ouf sur un CV. Donc, non, j'avais pas de doute. Par contre, j'ai eu beaucoup de moments de down, en fait, pendant cette année-là. Parce que entreprendre, c'est des nouveaux challenges. Et ce qui s'est passé au début, c'est que moi, de base, j'ai fait ça aussi pour avoir du temps pour moi. Et finalement, je me suis retrouvée à travailler comme une dingue et à n'avoir aucun moment pour moi. Parce que j'ai accepté tous les projets avec cette peur, en fait, de ne pas générer de revenus le mois d'après. Et puis, c'était des superbes opportunités. Quand L'Oréal t'appelle pour te dire tu fais une formation à mes équipes, même si tu as 3 jours pour préparer le support, tu dis pas non. Enfin, Ouais, voilà. c'est clair. Et du coup, c'était que des choses comme ça qui se passaient, un peu last minute, que j'acceptais. Mais du coup, je me retrouvais avec une montagne de travail. Et bien sûr, tu as envie de faire des preuves, etc. Donc, tu te donnes un fond. Et, euh, et donc, à ces moments-là, j'avais l'impression, en fait, de m'être d'être dans une sorte de tourbillon et de pas profiter des choses pour lesquelles je m'étais lancée à la base à mon compte. Mhm. Donc, ce qui s'est passé en décembre, novembre-décembre, j'ai eu une grosse remise en question parce que déjà, j'ai eu l'impression de m'être éparpillée sur mes activités. Moi, au début, je voulais vraiment me concentrer sur la formation et la stratégie. Et puis, en fait, quand tu fais des stratégies à des clients et qui te disent, oui, s'il te plaît, mais fais-nous l'implémentation, je dis, OK, donc j'ai recruté une équipe. Mais bref, c'était beaucoup de choses nouvelles pour moi, de recruter une équipe, de devenir manager, enfin, même si je l'ai été un peu, mais peut-être pas suffisamment. J'ai été manager 3 ou 4 mois, c'était pas suffisant. Et en plus, au sein d'une structure, là, je devais manager quelqu'un qui était au Maroc. Déjà, c'est pas évident. Euh, donc bref, il y avait pas mal de choses à gérer, en fait. Et du coup, en décembre, j'ai vraiment pris du temps pour me dire, OK, maintenant, on se recentre. J'ai fait une courbe, tout simplement. Ça peut aider quelqu'un avec les 2 variables les plus importantes pour moi, en toute franchise. Flexibilité, revenu. Donc, qu'est-ce qui me rapporte le plus d'argent en étant le plus flexible possible? Et en faisant en fait cette courbe, je me suis rendu compte que c'était la strat et la formation, qui sont initialement les 2 activités que je voulais faire au départ. J'ai quand même conservé quelques comptes en contenu de création, mais en toute franchise, j'ai choisi mes clients. Et j'ai choisi les projets voilà, auxquels je crois le plus et qui ont la structure qui me convient aussi parce qu'il y a des clients qui veulent des gens très agiles, etc. Et ce n'était pas mon cas. Donc voilà, j'ai fait un peu ce travail de recentralisation. J'ai aussi réorganisé toute mon équipe. Donc j'ai beaucoup freelancé, j'ai gardé une seule ressource, très autonome. Et en fait, ça m'a permis de m'enlever un poids des épaules et de me dire, bon, maintenant, INSAF, c'est le moment de faire en fait une roadmap. Et donc, je me suis dit, bon, les prochains 6 mois, tu vas enjoy ce que tu voulais enjoy depuis le début et que tu n'as pas enjoy la première année, c'est-à-dire une sorte de statut freelance. Voilà, je ne veux pas porter le chapeau de la start-upeuse. C'est pas le moment pour moi et c'est pas ce que je veux faire maintenant. En revanche, à partir de septembre, je veux me lancer dans le mood startup parce que j'ai fait mes preuves, j'ai des chiffres qui le prouvent, etc. J'ai la vision que j'ai pour IB Academy. Euh, et cette vision, elle est beaucoup plus que ce que c'est aujourd'hui. Et donc, à partir de ce moment-là, je ferai mon pitch, je leverai des fonds, je m'associerai, je rentrerai dans ce mood-là. Mais pour le moment, je ne veux pas, en fait. Et j'ai dû assumer aussi de dire je ne veux pas parce que tout le monde autour de moi a été mais ça marche trop bien, mais c'est quoi les next steps? Mais en fait, je ne veux pas de next step pour le moment. C'est limite, je veux faire une step Step back, back. avoir moins de taf, avoir plus de temps pour moi. Alors, ça ne veut pas dire que je bosse pas beaucoup, hein. Je bosse beaucoup aussi, mais j'ai l'impression quand même que c'est beaucoup plus flexible. Parce Ouais. qu'avant, finalement, je me levais tous les matins, je travaillais de 9h à 20h, chose que je ne faisais pas chez Charlotte Tilbury, je sortais Ouais. beaucoup plus tôt. Et du coup, ben, voilà, ça faisait pas sens pour moi. Donc voilà, il y a eu ce moment de gros doute en novembre-décembre où je me suis même dit, en fait, est-ce que j'ai envie? J'ai envie de faire ça. Parce que c'était pas mieux avant.
Et bon, finalement, du coup, on a eu un épisode un peu compliqué en décembre avec mon fils qui a été Ouais. hospitalisé, etc. Et donc, des vacances qui ont duré plus vite que prévu. Et finalement, j'avais qu'une hâte, c'était de retrouver mon boulot. Quand je me suis remise, voilà, à refaire des formations, etc., c'est tout de suite revenu, l'envie est revenue. J'étais hyper contente, beaucoup plus zen, beaucoup plus sereine. Et comme j'ai vraiment décidé de me mettre au centre de tout ça, donc voilà, je ne lésine pas sur mon sport, je ne lésine pas sur ma bouffe, je ne lésine pas sur toutes les choses qui me font du bien. Et je fais du travail quelque chose qui me fait du bien. J'ai arrêté de faire du travail l'élément central de ma vie parce que, en fait, pendant toute ma vie, les études, le travail, ça a vraiment été, je pense, quelque chose qui m'a beaucoup défini, mais à mes yeux. C'est-à-dire que j'allais me value moi-même par rapport à ma performance. Et inconsciemment, je le faisais aussi par rapport aux autres. Alors, pas du tout par rapport à l'école qu'ils ont fait ou le truc. Non. Mais voilà, je vais beaucoup value en fait ce que quelqu'un va entreprendre ou va faire, ou l'ambition qu'il met dans son travail, etc. Et en fait, là, je change cet aspect-là parce que je ne suis pas que ça. Et en fait, je fais un énorme travail pour comprendre que je ne suis pas que ça et que je ne me définis pas que par ça. Et donc, voilà, une fois que j'ai accepté ça, j'ai accepté aussi de me détacher de l'image que je renvoie voilà, de la fille qui fonce, qui réussit, etc. Je pense pas que ce soit faux, mais d'un autre côté, je ne suis pas que ça et aujourd'hui, je l'assume pleinement. Voilà. Bah, du coup, tu me fais une très bonne transition. Ce que j'allais te demander, c'est que, en fait, du coup, tu as des journées extrêmement bien remplies. Tu es maman, tu es Ouais. épouse, tu fais beaucoup de sport, tu as des amis, tu travailles, tu prends soin de ton alimentation. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, enfin, en tout cas, nous dévoiler ton secret, ou si c'était un secret, comment tu arrives à gérer tout ça? Est-ce que tu peux nous raconter une journée type, par exemple? Je ne sais pas à quelle heure tu te réveilles, de quelle heure à quelle heure tu travailles, à quelle heure tu te couches, enfin bref, ce genre de choses. Ok. En fait, mon secret, entre guillemets, c'est pas un secret, hein, c'est de l'organisation et de la discipline. Et de la planification. Moi, je suis quelqu'un qui planifie énormément mon quotidien. Donc, voilà, le week-end, le dimanche, je prends un moment pour planifier toute ma semaine. Ça veut dire que Ok. je vais planifier, booker tous mes sports de tous les jours. Je vais planifier avec Edman qui s'occupe d'emmener Hadi, de ramener Hadi à l'école. Je vais du coup planifier mes sorties aussi. Et déjà, ça me fait un gros squelette de calendrier. Et du coup, je sais où je peux mettre mes calls, etc. Ça, c'est la première chose. Je planifie aussi mes formations très en amont en fonction des vacances, en fonction des semaines où j'ai envie d'être off, etc. Et ensuite, donc ça, c'est comme un premier squelette. Ensuite, au jour le jour, ben, j'ai un planeur où en fait, je me fais deux to-do list. Une to-do professionnelle et une to-do personnelle. C'est-à-dire que sur ma to-do personnelle, vous allez rire, il y en a qui sont pour une tarée, mais j'écris aussi appeler X, répondre sur WhatsApp D'accord. à X, etc. Parce que en toute franchise, sinon c'est pas possible parce qu'il y a tellement de choses qui se passent que je pourrais oublier. Mais alors attends, avant que tu Donc il y a continues, ça. petite question. Tu disais au départ que tu planifiais en amont tout ce qui était, le dimanche, tu planifiais ta semaine. Est-ce que du coup, tu as un planeur pour ça ou tu fais ça comment exactement? Ouais. Tu as aussi un planeur pour ça? Alors j'ai un Google, j'utilise Google Calendar pour Ok. le faire de manière digitale. Mhm. Mais ce que je planifie sur mon planeur écrit, c'est vraiment les to-do Ouais. par jour. Et, euh, et ensuite, donc je fais ça. Et ensuite, c'est de la discipline. Mhm. C'est-à-dire que je me demande pas si je vais au sport le matin. Je vais au sport le matin. Je me réveille, je mets ma tenue de sport et j'y vais. Je me demande pas si je vais manger sainement. Je mange sainement. Et en fait, bon, par rapport à la nourriture, par exemple, c'était un gros problème parce que, enfin, c'est pas un problème, mais j'avais justement tellement de choses que j'avais pas le temps de réfléchir à ce que j'allais manger. Donc, j'avais fait un menu. Sauf que bon, le menu, on a une aide à la maison qui le faisait, etc. Mais voilà, il faut quand même faire les courses, se demander s'il y a des choses qui manquent, etc. Chose que je fais aussi pour Hadi. Donc, je me suis dit, bon, je fais le menu de Hadi, je gère les courses de Hadi, les repas de Hadi, etc. Moi, de mon côté, j'ai souscrit à un meal plan qui m'a changé la vie. C'est quoi? Donc, voilà, c'est. En fait, je sais pas si ça existe en France, mais ici à Dubaï, il y a énormément d'entreprises qui se sont lancées dans la confection de meal plans. Donc, en gros, tu vas sur le site ou l'application, tu choisis le nombre de calories que tu veux, tu choisis le type de plan alimentaire que tu veux. Donc, moi, par exemple, c'est très protéiné. Mhm. Et ensuite, on te livre tes 5 repas par jour. On te D'accord. livre.
ton petit-déj, ton déj, ton dîner, tes snacks, en fonction du coup de tes apports caloriques et tout. Donc, déjà, ça m'enlève la charge de. Mm. Bon, je calculais pas mes calories à Au la gramme, calorie quoi. près, mais je devais savoir à peu près combien je devais manger parce que j'ai certains objectifs sportifs à atteindre. Et la nutrition, c'est 80% et le sport, c'est 20%. Ouais. Voilà. Du coup, bon, ça m'a enlevé cette charge de calculer, de trucs, de machin, me demander ce que j'allais manger, etc. Donc, déjà, j'ai appris aussi à prioriser. Donc, quand je suis arrivée en janvier, je me suis dit, bon, Insa, c'est quoi ta priorité pour janvier? Faire du sport, reprendre ton taf, ouais, etc. T'as pas le temps pour la bouffe. Ok, la bouffe, on externalise. Mm. On souscrit à un meal plan. Mon mari l'a fait aussi. Là, j'ai converti tous mes potes. Ils sont hyper contents parce que c'est très bon, c'est très C'est frais, time c'est saving. équilibré. Donc, déjà, t'as même plus à te poser la question de, attends, quel légume, quel truc, quel machin. Mm. Attention, hein, c'est pas les diètes de je vais manger 3 jus par jour. Hein. C'est vraiment 5 repas par jour. Tes 2 snacks, tes 3 plats principaux avec tes protéines, tes féculents, tes légumes. C'est juste que c'est exactement ce qu'il faut que tu manges par rapport à ton objectif. Et après, il y a toutes les options, genre gluten-free, etc., vegan, machin, pour tous ceux que ça intéresse. Donc voilà, j'ai souscrit à ce meal plan. Donc déjà, ça m'a permis voilà, de plus me casser la tête sur la nourriture. Et voilà, par ailleurs, c'est vraiment, comme je t'ai dit, de l'organisation et de la discipline, discipline, discipline. Mm. Et plein de fois, je reçois la question, mais comment tu fais pour toujours rester motivée? C'est pas que je suis toujours motivée, c'est vraiment de la discipline. Mm. Il y a des jours où tu es moins motivée, il y a des jours où je vais à la salle de sport en dormant, mais après, je suis très contente de l'avoir fait. Et, euh, et en fait, c'est comme ça que tu as des résultats. Parce que si tu te fies à ta motivation, tu n'en auras pas, tu n'es pas motivé tous les jours, c'est normal, tu es un Ouais. être humain. Après, il faut savoir écouter son corps. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris à faire. Mais écouter son corps, parce que je l'entends plein de fois, ça ne veut pas dire rester posé comme ça tous les jours, parce que ton corps, il n'a pas besoin de rester posé comme ça tous les jours. Donc, je pense qu'effectivement, quand tu fais ce travail d'introspection et ce travail physique aussi, tu apprends à écouter ton corps. Tu sais quand est-ce qu'il a besoin de repos et quand est-ce qu'il est vraiment capable de performer. Mm. Donc, voilà. Ok. Et justement, ce corps-là, comment est-ce que tu as fait pour le bouger? Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'avant, tu n'étais pas forcément hyper sportive. Comment tu es passée de la INSAF qui a la flemme de faire du sport à la INSAF qui peut plus passer de faire du sport, justement? Est-ce que tu as un petit secret, du coup, à partager sur ça aussi? Franchement, pour le coup, alors moi, j'étais pas du tout sportive. Ouais. Je détestais le sport. Mm. À chaque fois que mon mec me tirait pour faire du sport, c'était un supplice pour moi. Je mangeais n'importe comment. Paris, hein, mes potes le savent. Mon frigo, c'était du fromage, de la charcuterie, halal, hein, parce que je vous vois venir. De la charcuterie, des pâtes, de la salade. Enfin, bon, j'avais des salades. En fait, dans ma tête, du moment que je mangeais maison, c'était healthy, quoi. Mm-hmm. Mais franchement, je mangeais n'importe quoi. Je tapais des baguettes. Enfin, voilà. Mm. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que moi, j'étais toujours un peu fine, en fait. Voilà. En tout cas, dans ma tête. Hein, parce que maintenant que je vois les photos, pas du tout. Mais bon, dans ma tête, même au lycée et tout, j'étais toujours la meuf un peu fine. En tout cas. J'étais même complexée de ça. C'est-à-dire que je tapais des McDo quand j'étais ado parce que je voulais avoir des formes. Bref, je suis allée à Paris. En prépa, j'étais tellement stressée que je ne prenais pas de poids. Mais en fait, je me nourrissais très, très mal. Ouais. Enfin, quand je dis très mal, c'est je mangeais beaucoup, mais n'importe quoi. Donc, je ne prenais pas de poids. Et ce qui s'est passé, en fait, quand je suis allée en école de commerce, c'est que j'ai continué sur mon régime alimentaire à base de piccolini, je ne sais pas si vous étiez étudiant aussi, et de plats Picard surgelés. Ouais. Et j'ai terminé avec plus 8 kilos. D'accord. Donc, moi, c'était un gros choc pour moi. Quoi, je rentre plus dans du 36, du 34 même. C'était quoi ce délire et tout? J'étais trop mal. J'ai jamais vécu ça de ma vie. Je comprenais pas, je me reconnaissais pas, je me trouvais horrible. Et je suis allée à Buenos Aires à ce moment-là. Donc, déjà, l'échange, j'ai tout reperdu parce que j'ai commencé à m'intéresser à ce que c'était que manger un peu sainement. Bon, avec du recul, je faisais quand même n'importe quoi. Mais je faisais une sorte de jeûne intermittent sans le savoir parce que je me réveillais hyper tard. J'étais en échange. Donc, je prenais un petit déj et ensuite, je prenais un dîner. Là-bas, ce qui était bien, c'est qu'il n'y avait pas de féculents. Genre, le pain et tout ça, c'était pas très bon. Donc, je mangeais beaucoup de viande et de légumes. Et du coup, finalement, j'ai reperdu mon poids. J'étais contente. Je suis revenue à Paris. Et là, mon mari, je me rappelle, mon copain à l'époque, et mon mari aujourd'hui, était allé se faire un bilan chez un nutritionniste, que lui, il avait vraiment besoin de perdre du poids. Et donc, avec ce nutritionniste-là, on a compris que c'était que bien manger. Donc, voilà, on a commencé à introduire des légumes, parce que moi, déjà, je ne savais même pas manger des légumes avant.
Genre, le seul légume que je mangeais, c'était de la tomate. Ouais. J'ai commencé à manger des aubergines, des trucs comme ça. Faire attention sur les carbs, à manger du pain complet, des pâtes complètes. Enfin, voilà, j'ai commencé à avoir quelques notions déjà de manger sainement. J'avais fait du sport pendant, j'avais fait du sport pendant 3 mois. Mhm. J'avais suivi le programme d'une nana, Kayla Itzain, je pense. Donc voilà, je m'étais un peu familiarisée et j'avais bien aimé. J'avais bien aimé le sport. Genre, j'étais devenue quand même accro. Je m'étais inscrite à la salle. Et après, ce qui s'est passé, donc après cette petite première élan, on va dire, je suis revenue à Dubaï, je suis tombée enceinte. Ouais, donc ça t'a Et stoppé. Mm. ça m'a stoppée. Après la grossesse, moi déjà, j'ai eu beaucoup de mal avec la prise de poids pendant la grossesse, même si, bon, apparemment, j'ai pas pris trop de poids, mais en tout cas, moi, je me voyais énorme et immonde. Et ensuite, j'ai eu beaucoup de mal avec mon corps post-grossesse. Ça veut pas dire que je l'assumais pas, hein. Je me mettais en maillot, je me postais même sur les réseaux en maillot sans retouche ni rien, parce que je suis comme ça, je suis sans chichi. Mais ça veut pas dire que je me trouvais belle. Et en fait, un jour, j'ai vraiment eu un déclic pour plusieurs raisons. Moi, j'ai une tension basse, en fait. Et donc, je faisais beaucoup de chutes de tension, je m'épanouissais beaucoup. Ça, c'était vraiment physique, quoi. Je trouvais que ma cardio était catastrophique. Genre, à chaque fois que je faisais un petit effort, j'étais à bout de souffle. Euh, et l'aspect physique, voilà. Mm. Je m'aimais pas. Et en fait, à l'époque, je suivais pas mal quand même de comptes de sport parce que je t'ai dit, j'ai eu la première pulsion là Mm. à Paris, dont Safia Brada, une nana que je suivais, qui faisait des programmes et je voulais la faire quand j'étais étudiante, mais j'avais pas les moyens. Et finalement, je me dis, bon, vas-y, je vais prendre son programme et tout. Donc, je m'inscris sur le truc, j'achète le programme et je commence le programme. Première séance, je pleure. Je pleure parce que je suis nulle. Déjà, ces séances sont hyper dures. Parce que maintenant, je les refais même en étant sportive. Franchement, c'est dur. Mais Ouais. ce jour-là, je pleure. Je me Ouais. rappelle, je pleure. Et c'était thérapeutique de pleurer parce que je pleurais en me disant, bon, ok, t'es une merde concrètement. Désolée pour le gros mot. Ton corps est complètement rouillé et c'est une honte à 26 ans. Tu vois, t'es pas censé être comme ça à 26 ans. Sachant que je ne bois pas, je ne fume pas, je ne bois ni café ni thé. Enfin, c'est-à-dire que dans ma tête, je suis quand même T'es un une minimum personne saine. relativement saine. Ouais. Et je me dis, mais t'es même pas capable d'enchaîner 1 heure de sport, quoi. Et ce jour-là, je sais pas, j'ai eu un déclic et je me suis dit, c'est fini. Et c'est pour ça que là, je parlais de Dubaï, l'énergie, de tu peux tout faire. Bah, avant, j'aurais juste laissé le tomber. Mm. Parce que moi, dans mon caractère, c'est soit je suis très bonne à quelque chose et je suis à fond dedans, soit je suis Soit pas tu le bonne et fais je laisse pas. tomber. Genre, Mm. par exemple, je suis au bowling, je rate la première balle, je laisse tomber. Et là, ça m'a changé le sport, en fait. Je suis plus comme ça. Ouais. Donc ce jour-là, je me dis, bon, c'est pas grave. Et tout. Je finis avec des courbatures de psychopathe, bien évidemment. Mais le lendemain, c'est cardio, parce que c'était un jour entraînant, un jour cardio. Je me fous sur le tapis, je cours pendant 40 minutes, bon, à petite vitesse à l'époque. Je finis et je me dis, voilà, tu l'as fait, même avec tes courbatures. Et ça continue, ça continue. Et en fait, déjà, au bout de 2 semaines, j'étais tellement dégonflée que je me suis dit, putain, c'est incroyable, en 2 semaines, juste en mangeant bien. Et son plan alimentaire était bon, donc j'arrivais à manger quand même des trucs bons et tout. Tu manges 5 fois par jour, donc tu crèves pas du tout la dalle. Et donc voilà, j'étais trop bien dans mon corps. Mais par contre, j'étais hyper disciplinée. C'est là que je te dis, je Ouais. pense que la discipline, tu vois, dont je te C'est ce qui fait la parlais, enfin, différence nombre en de fait. premières de la classe, etc., ça m'aide parce que, Mm. tu vois, par exemple, mon mari, il est très sportif, mais il n'est pas discipliné. Il va faire son sport, mais il kiffe trop faire plein de sport, manger un peu comme il veut, etc. Moi, j'arrive à me dire, genre, c'est mon meal plan, c'est ma lunchbox, même si je suis au resto, je vais manger ma lunchbox. Ouais. J'arrive à être, tu vois, comme ça. Mm. Donc j'ai fait un mois. Le premier mois, boum, j'ai vraiment perdu. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai pas vraiment beaucoup perdu sur la balance, mais physiquement, j'étais Tu sentais ouf. la différence. Au bout de ouais, au bout de 3 mois, c'était incroyable. Et en fait, après, c'était plus physique. C'était vraiment au bout de 3 mois, j'étais accro à la sensation de sport, en fait. Ok. À l'adrénaline, à la force mentale, à ce que j'étais devenue, à, je sais pas, en fait, c'était aussi simple que je fais mon sport, j'ai beaucoup d'énergie, je suis hyper positive, j'arrive à faire tout ce que je fais et j'ai encore de l'énergie le soir. Je ne fais pas de sport, je suis d'une humeur massacreuse, faut pas m'approcher, quoi, et je passe une mauvaise journée. Et, donc vraiment, le sport, c'était devenu ma thérapie, mon moment, en fait, c'était aussi devenu mon moment à moi, parce que je suis maman, je travaille, etc. Et il y a peu de moments, en fait, où tu te consacres ce temps-là. Et c'est le sport qui m'a en fait aidé à faire énormément de choses dans mes journées. Parce que grâce au sport, je me lève beaucoup plus tôt.
Tu me parlais d'une journée type. Donc, avant l'entrepreneuriat, je me levais à 6 heures du matin. Je faisais mon sport de 6h30 à 7h30. Je revenais à la maison, je préparais Hadi pour aller à la crèche. Je déposais à la crèche et j'allais au bureau. Et ensuite, je revenais vers 17-18 heures. Et là, soit je me posais à la maison, c'est le moment encore de Hadi le soir. Ensuite, c'est X-Men et moi et tout, soit on sortait. Et maintenant, avec l'entrepreneuriat, je me réveille vers 6h45. Mais je prépare Hadi parce que Hadi commence l'école à 8h. Donc, je peux plus me faire le créneau 7-8. Donc, je prépare Hadi. Soit je l'emmène à l'école et je fais mon sport à 8h30. Soit c'est son père qui l'emmène et là, je peux me choper les séances de 8h, 8-9. Okay. Et voilà, donc, et je reviens et ensuite je me mets au taf. Et parfois, je finis à 20h, 21h quand je fais des formations. Je finis vers 18h30, 19h quand je ferai. Enfin, c'est-à-dire que c'est un gros effort pour moi de finir à 18h30, 19h, j'essaye. Mais voilà, en tout cas, grosso modo, c'est un peu ça mes journées. Mais voilà, je pense que la discipline et le sport, ça t'aide énormément. Et même pour les personnes qui sont angoissées, pour les personnes qui sont pessimistes et tout, le sport, ça te change en fait. Et ça, les gens, on s'en rend pas compte. Ils pensent que c'est juste que t'as mal et tout, mais c'est pas que ça. Quand tu vas à ta séance et que t'as pas envie de faire ta séance, mais que tu l'as fait, à la fin, t'es trop fier de toi. Tu vois? Et ça aurait été tellement facile de rester dans mon lit. Mais qu'est-ce que j'aurais gagné? 1 heure de sommeil en plus? Même pas. Ça m'aurait rien fait, franchement. Donc, voilà. Ok. Alors, donc, tu es une personne qui est très engagée, tu défends beaucoup de causes, celle des Rohingyas, des Ouïghours, de la Palestine. Tu portes aussi beaucoup le Maroc dans ton cœur. Est-ce qu'il y a du coup certaines choses que tu aimerais changer au Maroc? Alors oui, bien évidemment, je pense que la première chose, c'est le jugement. Je trouve que le jugement est très présent dans notre société, malheureusement. C'est-à-dire qu'on se sent toujours obligé de juger les autres par le prisme de notre propre regard. C'est-à-dire que si quelqu'un fait les choses différemment, mais même sur des trucs du quotidien tout stupides, de ce qu'on a l'habitude de voir ou de ce qu'on a l'habitude de faire, on va faire un commentaire et dire « Ah non, mais ça se fait pas comme ça. Ah non, mais pourquoi elle fait ça comme ça ?» Mais c'est juste différent en fait. Et ça, je l'ai beaucoup vécu pendant mon mariage. Par exemple, voilà, non, mais on fait pas ça comme ça. Non, mais on fait pas la rencontre comme ça. Mais pourquoi? Selon quoi? Selon quel écrit? C'est-à-dire que ce sont des choses qui souvent, les gens vont penser que c'est religieux, mais c'est même pas religieux en fait, c'est juste culturel. Exactement. Tout à fait. Donc, moi, j'ai vraiment un gros souci aujourd'hui avec le jugement. Pour revenir à ce que je disais au début, c'est vraiment quelque chose dans laquelle je me suis complètement défaite. Et je suis vraiment dans une optique où chacun doit faire ce qu'il veut et vivre comme il l'entend. Et ça me gêne. Ça me gêne, ce besoin de juger et ce besoin d'avoir des normes qui doivent s'appliquer sur tout le monde, alors que tout le monde est différent. Donc ça, c'est vraiment la première chose que j'aimerais changer. Et ça, du jugement découle le gossip, découle le gossip, les discussions sur les autres, pour finalement remplir le temps parce que les gens ne sont pas prêts à avoir des discussions profondes sur eux-mêmes. Du coup, c'est plus simple de parler de la pluie, du beau temps et des autres. Et ça, je pense aussi que c'est quelque chose que j'aimerais changer. J'ai beaucoup de mal parfois à avoir des discussions profondes au Maroc. Enfin voilà, parce que c'est tabou, parce qu'on n'aime pas finalement parler de soi et se confronter à soi. Et toutes ces choses, tous ces jugements, etc., pour moi, ça vient d'un mal-être. Parce que quand tu es à l'aise avec toi, tu n'as pas besoin de juger l'autre pour te rassurer et te dire qu'en fait, toi, ce que tu as fait, c'est bien. Donc, je pense qu'il y a cette histoire de jugement qui me dérange beaucoup. Et d'ailleurs, ce n'est pas exhaustif au Maroc. C'est quelque chose aussi, paradoxalement, qui me dérangeait en France, sur d'autres sujets. Sur tout l'aspect du coup religieux, pratique, etc. Tu es très jugé. Alors qu'en fait, ça te concerne et ça fait partie de toi. Tout à fait. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, pour laquelle j'ai quitté la France. Mais au Maroc, c'est aussi sur ta vie, sur comment tu décides de mener ta vie, de t'habiller, de travailler, de mener même ton couple, de te marier, etc. Donc, c'est sur des sujets différents, mais c'est des choses que je retrouve. Et la libération, c'était Dubaï. Parce que Dubaï, tu peux être qui tu es à 100%. On s'en fiche, en fait. Littéralement. Donc ça a été vraiment très libérateur. Et donc je pense le jugement.
Deuxièmement, je dirais le rapport à l'amour. Et d'ailleurs, on l'a vu dernièrement avec la polémique Mérendina. Valentina. Je me suis pas exprimée dessus parce que, en toute franchise, j'étais en vacances et Oui, oui. on le sait peut-être pas, mais s'engager dans un combat, c'est beaucoup d'énergie. Et j'admire les gens qui le font tout le temps parce que, en général, à la fin, tu es complètement drainé Mm. parce que tu fais que ça tout le temps. Mais voilà, l'amour, c'est tabou. Alors que, en fait, si on prend même la religion, raison pour laquelle l'amour serait tabou, mais la religion est Et amour. amour, tout à À fait. la base, tu aimes Dieu, tu aimes ton prophète, et c'est pour ça que tu fais des choses pour lui. Exactement. Et je trouve ça tellement dommage de passer à côté de cette notion de l'amour. Et voilà, moi, j'ai une maman qui est très religieuse et très pratiquante, et très, très pratiquante. Et pourtant, tout ce qu'elle nous a toujours dit, c'est qu'il faut d'abord aimer Dieu et que le Mm. reste vient après. Et c'est tellement vrai, en fait. Et l'amour, c'est la solution à tout. Et je trouve ça tellement dommage de ne pas léguer ça aux enfants, de ne pas léguer ça euh, à sa famille. On Et lègue chez la nous, chaume, hein. en tout cas chez nous, dans ma petite famille, et Mm. en toute franchise, même dans ma famille élargie, ma famille est loin d'être parfaite, hein, mais euh, mon père et ma mère sont deux parents très aimants, Mm. qui nous expriment beaucoup leur amour. Et je pense que ça fait de nous des êtres qui se sentent aimés, tout simplement. Mm. Donc ouais, la vérité, c'est que j'ai beaucoup de mal avec ça aussi, avec le fait que l'amour soit tabou, alors que je pense que c'est vraiment la solution à beaucoup de maux, notamment au racisme, par exemple, notamment à ce combat femme-homme que je ne comprends pas, euh, d'un côté comme dans un autre. Moi, je me considère féministe dans le sens où je pense que la femme a le droit de disposer de son corps et de faire ses choix, mais je pense que ça ne veut pas dire que je suis l'ennemi de l'homme. Mm. Et, Oui, et je pense aussi que l'homme ne doit pas considérer la femme comme son ennemi. À la fin, on est un on est. tout. Donc, et il y a énormément de choses que je trouve pas normales. Et, et donc, oui, il y a énormément de choses que j'aimerais changer. Et malheureusement, et les gens vont dire que c'est égoïste ou même dire que c'est fuir. Mm. Mais c'est pour ces raisons que je ne rentre pas au Maroc. C'est parce que aujourd'hui, c'est mon- c'est le pays que j'aime le plus au monde et je suis marocaine jusqu'au bout des ongles et j'adore le Maroc. Mais aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont en contradiction avec qui je suis que je ne me sens pas prête à faire ce pas. Mm. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, la ville où tu te sens le plus en accord avec toi-même, c'est Dubaï, et que finalement, Paris et le Maroc ne t'apportent pas en fait cette harmonie avec toi. Mm. Je comprends. Exactement. Après, il y en a qui vont dire oui, mais Dubaï, c'est bling, etc. Moi, je l'ai déjà fait plein de vidéos dessus. Mm. Chacun son Dubaï. Ouais. Et c'est ça ce que j'aime dans cette ville. Tu peux venir à Dubaï et vivre comme la nana de télé-réalité. Et tu peux venir à Dubaï et vivre comme moi. Mm. Et avoir une belle hygiène de vie, profiter du soleil, de la mer, des opportunités professionnelles, des gens, de la positivité, de l'énergie. Mm. Ça dépend de toi, en fait. Et c'est ça ce que j'aime à Dubaï. C'est que Mm. there is a Dubai for everyone. Mm. Ok. Et, et j'imagine que je pourrais être heureuse au Maroc et je pourrais être heureuse en France parce que je saurais créer un beau cocon. Mais c'est juste que ça va me demander de me créer une petite bulle dans laquelle j'ai vécu en étant au lycée, dans laquelle j'ai revécu à Paris et Mhm. j'ai pas envie de ça. Mm. C'est vrai qu'à Dubaï aussi, je suis un petit peu dans une bulle, mais c'est pas dire que la bulle s'étend à la ville, au moins. Voilà. Ouais, je comprends. Ok, alors j'ai deux dernières petites questions pour toi avant de terminer l'épisode. La première, donc tu disais tout à l'heure que ta maman t'avait transmis un message qui était hyper fort, c'était l'amour. Euh, tout commence par aimer Dieu, puis aimer toutes les personnes qui t'entourent. Qu'est-ce que toi, en tant que maman, tu aimerais transmettre à ton fils? Alors, c'est une très bonne question. Moi, la première chose, vraiment, c'est la tolérance et l'ouverture d'esprit. C'est vraiment quelque chose de super important pour moi. Genre, et finalement, c'est de l'amour aussi. Hein. Et il y a ça et il y a vraiment l'amour. Mm. Nous, on est déjà très câlins entre nous. C'est trop important pour moi de léguer ça. Et vraiment, l'ouverture et la tolérance. Parce que tout ce que j'entends sur le bullying, tout ce que j'entends Ouais. sur Mm, mm. voilà, les comportements racistes, ça me fend le cœur. Pour le coup, ce sont des causes qui me touchent énormément
peut-être même un peu trop. Et voilà, je veux tout faire pour que mon fils ne soit pas un bully et ne Oui, soit pas bullied. bullied. Et je pense que ça commence vraiment par l'éducation. Mhm. Ça commence par l'éducation et l'éducation, c'est nous qui la faisons. Donc, juste pour donner un exemple, elle a dit au début, quand il a commencé l'école, il y a un petit garçon qui l'a tapé. Il s'est défendu, ce que j'ai trouvé très bien, parce que quand un enfant se défend, ça y est, l'épisode est classé dans sa tête. Donc, il n'a pas besoin Enfin, ça reste pas un traumatisme. Et dernièrement, il vient et il me dit un truc méchant sur une fille. Et là, je le prends. Je lui fais un lavage de crâne. Je lui dis, écoute, non, on dit pas ça, c'est pas sympa. Tu te rappelles au début, quand le petit garçon t'a frappé, ce que tu as ressenti? Est-ce que tu veux lui faire ressentir la même chose? Alors, ils sont petits, ils comprennent pas. Eux, tu sais, un enfant, c'est plutôt méchant au final. Hein. Et il y a cet instinct animal qu'on voit de survie, de la loi du plus fort est toujours la meilleure, on le remarque. Et je pense que c'est du coup hyper important d'intervenir dans ce genre de moments qui peuvent paraître en fait très anodins. C'est pas la fin du monde, il l'a frappé, ils se frappent entre eux, les enfants. Mais en vrai, ça peut te traumatiser quand quelqu'un te frappe. Complètement. Il me reste du coup une dernière question et on a fini dans moins de 3 minutes. Qui aimerais-tu écouter sur ce podcast? Est-ce que je pourrais inviter, je sais pas à qui tu penses, quelqu'un qui pourrait être inspirant pour d'autres personnes? Là. Il y a plein de gens que je trouve hyper inspirants. Écoute, je pense à Sarah Benazouz. Son pseudonyme sur Insta, c'est Sarah Benz. C'est une personne que j'ai connue du coup à travers les réseaux, que j'aime beaucoup, qui m'inspire au quotidien. Et je pense qu'elle a des choses intéressantes à dire qui pourraient en inspirer plus d'un. Ok. Et si on veut te contacter, Insaf, comment est-ce qu'on peut te joindre? On me joint par email. J'adore les mails. insaf.benis@gmail.com ou moi-même ou sur Insta. Mais email, c'est mieux. Parfait. Merci beaucoup, Insaf. C'est la fin de l'interview. Merci à toi. Merci beaucoup. Salut. Cet épisode touche à sa fin. Je vous remercie infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Par ailleurs, si vous souhaitez me faire un feedback ou me proposer un invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur la page Instagram ou LinkedIn de Yalla. À très vite pour un prochain épisode.